Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Flamme Jumelle, Flamme Humaine. Aujourd'hui, je vous partage une partie importante du parcours, probablement la partie la plus difficile, la plus souffrante, selon vos dires et selon mon expérience, mais également la plus libératrice et a posteriori la plus bienfaitrice. Je parle bien sûr de l'étape de la séparation. Alors, je reprécise qu'encore une fois, ce que je vous raconte, ce sont des lignes générales, que chaque parcours, chaque duo est unique et qu'il n'y a pas un parcours qui ressemble exactement aux autres. Donc c'est vrai que pendant plusieurs années, on a eu tendance à catégoriser vraiment pour faire rentrer dans des cases quelque part ce parcours pour essayer de comprendre ce qui nous arrivait, puisque c'est un parcours tellement challengeant, tellement atypique, tellement souffrant, tellement désarçonnant que on avait besoin de se raccrocher à quelque chose. Aujourd'hui, avec la compréhension de toute la nouvelle génération qui arrive, des nouveaux duos qui se sont reconnectés, notamment depuis 2020, et c'est mon cas, on se rend compte que vraiment il y a une diversité de manières d'aborder ce parcours et que chaque parcours est vraiment unique. Donc ce que je vais vous donner là, ce sont vraiment des lignes directrices, mais ce sont des lignes, c'est pas de la ligne droite, vous voyez, ce sont des ovales, des sinusoïdes, et comme disait le vieil adage, tous les chemins mènent à Rome, mais chacun prend le chemin qui lui est juste. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, et surtout n'hésitez pas à partager en commentaire quel a été votre chemin à vous par rapport à cette séparation, pour venir justement compléter, enrichir et donner votre vision des choses. Ce qui pourra aider le collectif Flamme Jumelle. Alors, revenons à nos moutons. Donc, la séparation arrive, je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente sur les dysfonctionnements, après cette fameuse période où, après une lune de miel merveilleuse, chacun se retrouve avec ses masques, ses blessures, ses réactions égotiques, et ce n'est plus possible, soit d'envisager une vie commune ensemble, si vous étiez dans l'optique de construire un couple immédiatement, soit tout simplement de former un couple tout court, puisque l'un des deux, voire les deux, sont déjà en couple. Le chaser étant arrivé au bout de la suradaptation qu'il pouvait faire d'accepter les comportements égotiques du runner, les miettes qui lui sont données, et ayant beaucoup trop d'attentes par rapport à ses blessures et notamment à la blessure d'abandon, il arrive au bout de ce qu'il peut supporter. Le runner de son côté, lui, se sent profondément étouffé par toutes les attentes du chaser. Il n'est parfois pas prêt dans sa vie à faire les changements nécessaires. Comme il a très peur de l'amour, même si le chaser aussi, mais d'une autre manière, le bouton on-off est enclenché. Bref, les conditions ne sont pas réunies pour que de l'amour inconditionnel puisse avoir lieu entre les deux jumeaux à ce moment-là. Et donc, la séparation est inévitable. La séparation, elle est initiée la plupart du temps soit par le chaser qui dit « stop, ça suffit, je n'en peux plus, j'ai été au bout de ce que je pouvais supporter » et finalement c'est la première limite qu'il arrive à poser, même si souvent cette limite, la première fois, est brutale parce que la cocotte minute explose et que c'est souvent fait de manière disproportionnée et choquante. Et ça peut laisser des strass d'ailleurs dans la suite du parcours. Soit c'est le runner qui fuit, mais fuit littéralement en disant bon ça suffit, et silence radio, et donc là on coupe tout. J'ai entendu pas mal de témoignages de runners qui bloquaient leur autre sur tous les réseaux, qui bloquaient le numéro de portable, qui ne voulaient plus avoir affaire du tout à lui.
Pendant cette période de séparation, le chaser va plonger dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire c'est que c'est une période où il ne trouve plus de sens à rien. Il a l'impression que tout ce qu'il avait construit, tout ce sur quoi il s'était construit, eh bien s'effondre comme un château de cartes, que les fondations, eh bien en fait c'était du vent. Et il ne voit absolument aucune issue. C'est finalement qui je suis, qu'est-ce que je fais là, où je vais, mais le où je vais ne vient même pas tout de suite parce que une impression totale de perte d'identité, une souffrance abyssale liée au fait d'être confronté à ses pires blessures, très souvent de la trahison qui vient d'être activée par le runner qui a fui ou qui a donné des miettes ou eu des comportements inadaptés par rapport au chaser, la blessure d'abandon qui est en dessous et le chaser qui a l'impression qu'il ne va jamais remonter tout seul, qu'il ne s'en sortira pas. Il peut y avoir également la blessure d'humiliation qui vient se rajouter dans le package, notamment s'il y a eu des paroles qui ont fait penser à de la soumission ou des paroles inadaptées qui rappellent des abus sexuels potentiellement vécus par le chaser pendant son enfance ou des agressions, ou, enfin voilà. Bref, tout ce melting pot fait que au début de cette séparation, on va pas se mentir, c'est l'enfer. On comprend pas ce qui nous arrive et on ne voit pas vraiment où aller. Et c'est là, et j'insiste vraiment lourdement dessus depuis plusieurs vidéos, mais c'est vraiment extrêmement important. Et c'est d'autant plus important que c'est quelque chose que je n'ai pas fait au tout début, parce que je n'étais pas consciente que j'étais dans un lien de flamme jumelle et que j'ai mis cette nuit noire de l'âme sous le fait que j'ai enchaîné le deuil de mon père, puis mon divorce et puis cette séparation. Mais je ne me suis pas fait accompagner à ce moment-là. Et vraiment, heureusement que j'avais des personnes bienveillantes à mes côtés qui m'ont aidé à tenir le coup, parce que sinon je me serais complètement effondrée et j'étais déjà vraiment au fond du trou. Mais j'aurais pu... Alors c'est pas la question de gagner du temps, puisque bien sûr comme on parle d'un lien divin, qu'est-ce que le temps pour la source, même quelques années pour eux c'est rien du tout. Mais j'aurais pu m'épargner probablement un peu de souffrance et voir clair plus vite si j'avais tout de suite fait la démarche d'être accompagnée, et même pas nécessairement par un thérapeute spécialisé par les flammes jumelles à ce moment-là, mais par quelqu'un qui aurait pu me soutenir soit mentalement, soit émotionnellement sur ce parcours-là. Donc voilà, j'insiste vraiment, si vous en êtes à ce stade de nuit noire de l'âme, faites-vous accompagner, ça vous permettra de voir les choses d'un autre angle, de vous sentir soutenu, d'avoir un espace rien qu'à vous, où vous pouvez livrer tout ce qui vous vient, y compris les pensées les plus sombres, y compris les envies suicidaires, parce qu'elles font souvent partie du lot, y compris le désespoir de je ne sais plus où aller, je ne sais plus qui je suis, et surtout d'être amené à acquérir des méthodes pour pouvoir trouver vos propres réponses. Bref, c'est une période où le chaser va tout remettre en question. Sa vie sentimentale, bien sûr, puisque il se rend compte de aussi pourquoi cette séparation a eu lieu, et très souvent ce qui a provoqué le dysfonctionnement et la rupture, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est quelque chose qui s'est déjà produit dans les autres relations du chaser, les relations antérieures, sous une forme ou sous une autre. Donc finalement, c'est juste un gros coup de projecteur sur quelque chose qui n'avait pas été réglé et qui avait été répété. C'est le moment où il va remettre également sa vie du coup affective, donc amicale, familiale en question, puisque ces dysfonctionnements dans le couple sont aussi des révélateurs de certains fonctionnements et dysfonctionnements dans les relations en général. Parfois il y a de la manipulation, de l'emprise, il peut y avoir de la soumission,
du syndrome du sauveur, du fameux triangle de Cartman, le bourreau, le sauveur et la victime. Et c'est également le moment où il peut y avoir une sacrée remise en cause professionnelle également. Alors moi dans mon cas, c'est ce qui est arrivé en dernier, mais comme c'était le dernier pan, en fait, finalement ça a été très vite. Et c'est donc le moment où généralement le chaser va prendre contact avec ce qu'on appelle sa mission de vie. C'est-à-dire finalement quel est le métier qui existe ou qui n'existe pas et que je vais créer toute pièce dans lequel je vais pouvoir contribuer pour le collectif, avec lequel je me sens alignée, qui me donne envie de me lever tous les matins, qui fait que vraiment je vis pour ça. Alors moi qui étais dans la musique avant, on parlait de métier passion, mais c'est vraiment ça aussi, et aujourd'hui c'est à la fois métier passion et ça va plus loin que ça, c'est vraiment une vocation. Je ne me vois pas laisser les autres aller mal et ne pas les aider, et sans rentrer dans le syndrome du sauveur. C'est vraiment quelque chose qui me porte. Et c'est pour ça que j'emploie vraiment le terme de mission. Donc c'est le moment où, si vous êtes chaser et que vous êtes dans cette nuit noire de l'âme, eh bien vous pouvez prendre conscience que au boulot c'est l'enfer aussi, que vous vous laissez marcher sur les pieds, qu'on vous donne une masse de travail et que en fait vous vous laissez faire, ou que vous êtes proche du burn-out, que ce que vous faites vous l'avez fait parce que ça vous procurait une stabilité financière, ou bien on vous avait dit que vous deviez faire médecine parce que vous étiez brillant, donc vous avez fait médecine et puis vous vous rendez compte que finalement c'était pas ça du tout. Ou ingénieur, ou alors là je fais des gros clichés, hein, bien sûr, je n'ai absolument rien ni contre les médecins ni contre les ingénieurs, bien au contraire, mais c'est pour vous donner des petits exemples pour que vous compreniez bien. Et donc c'est le moment où vous allez d'abord faire des prises de conscience. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Qu'est-ce que j'ai à adapter? Est-ce que c'est juste un changement à faire au sein du même travail, ou est-ce que c'est un virage radical? Et très souvent dans les parcours flammes jumelles, quand on a fait la conscientisation, la source ne faisant pas les choses à moitié, elle nous donne un bon petit coup de pied aux fesses pour plonger sans masque, sans tuba, sans vision. Et y aller vraiment les deux pieds d'un coup, sans sécurité, sans filet, enfin voilà. C'est ce qui s'est passé en tout cas pour moi, et moi qui pensais prendre un virage en douceur et qui était plutôt très sécuritaire, et ben j'ai été amenée un peu du jour au lendemain à faire un grand plouf, et puis on y va. Voilà, donc tout au long de cette période, voilà tout ce qui va se mettre en place. Il va y avoir également évidemment du travail sur les blessures de l'âme. Qu'est-ce qui vient les réveiller? Qu'est-ce que je conscientise du coup de mes comportements? Comment est-ce que j'apprends à accueillir les émotions, à les laisser passer dans mon corps, à apprendre à faire avec la souffrance au lieu de lutter contre, et donc à ne ressentir que la douleur et plus la souffrance qui y est associée. Et puis comment je transmets tout ça pour apprendre à être en paix également avec toutes mes parts d'ombre et toutes mes parts de lumière, parce que parfois je ne suis pas en paix avec mes parts de lumière non plus, et j'ai beaucoup de mal à les reconnaître. Bref, finalement, à faire un processus d'alchimie intérieure, et en regardant ces ombres, en les accueillant, en accueillant la douleur qui peut y être associée, eh bien, à les transmuter en lumière pour que, puisque vous savez le faire maintenant pour vous, vous puissiez être à même d'accompagner les autres à le faire eux-mêmes, et parfois, également à aider les autres par votre biais, par votre canal à le faire. Et je pense notamment au cas des passeurs et passeuses d'âme. Voilà, donc c'est une période qui peut durer plus ou moins longtemps, au fur et à mesure de laquelle vous allez faire des essais, vous allez poser un pas après l'autre, et puis il y a des choses qui vont s'améliorer. Parfois vous avez l'impression de retomber, mais vous ne retombez jamais. C'est juste que, comme un oignon, on enlève une couche qui permet d'aller retraiter le même problème, mais sous un angle différent, puis encore sous un angle différent, et au fur et à mesure on arrive au milieu de l'oignon. Et à chaque fois que vous nettoyez une couche, vous avancez.
Et donc, au fur et à mesure, vous posez aussi des pas sur le professionnel, vous posez des pas sur l'affectif, vous posez des pas sur le sentimental. Et tout ça, de manière énergétique, eh bien, ça fait avancer votre autre aussi, que vous soyez en contact ou pas, vous le savez ou vous ne le savez pas. Mais le lien avance comme ça. Et c'est ce qui va provoquer, dans cette période de séparation, ce qu'on appelle les allers-retours du runner. C'est-à-dire que, alors il peut y avoir des séparations très longues en une seule fois. C'est plutôt typique des parcours, je vais dire anciens, qui datent d'avant 2020. En tout cas, de par mes observations, encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue. Mais très souvent, il y a des allers-retours, c'est-à-dire que le runner, eh ben, il va revenir au contact de temps en temps. Quelque part, eh bien, c'est un test pour voir un petit peu où vous en êtes, comment vous avez avancé, même si bien sûr il ne va pas le verbaliser comme ça, mais l'attraction énergétique est extrêmement forte entre les deux. Donc, eh bien voilà, de temps en temps, il va revenir faire toc-toc d'une manière ou d'une autre, par un message, par un appel, par se voir, pour voir où vous en êtes. Parfois, ça peut durer une journée, 2 semaines, 3 semaines. Il peut y avoir un rapprochement charnel également ou pas. Et selon les limites que va poser le chaser, les attentes qui auront été lâchées et le chemin, eh bien, soit ça va amener vers une phase de réunion où chacun a suffisamment travaillé sur soi, même si le runner a encore des choses à faire et le chaser aussi. Soit, eh bien, on est reparti pour un tour. Donc, il va y avoir à nouveau séparation et ça va repartir. Et donc, dans ces allers-retours, au bout d'un moment, il va y avoir un moment où le chaser va être en capacité, parce qu'il aura suffisamment travaillé sur lui, vraiment d'être droit dans ses bottes, à la fois posé, calme, mais ferme, et bien de poser ses limites, et de ne plus accepter n'importe quoi. Et à ce moment-là, eh bien c'est là que le runner va à son tour tomber dans sa nuit noire de l'âme, parce que énergétiquement, le chaser coupe eh bien toute l'énergie positive qu'il donnait à son runner et qui le tirait vers l'avant. Et le runner se retrouve eh bien tout seul face à lui-même, même s'il peut y avoir encore contact entre le chaser et le runner, hein, entendons-nous. Mais ça va être le moment où il va être quelque part forcé de faire face à ses propres blessures. Et il va devoir faire le même travail que le chaser, les mêmes remises en question, affectives, familiales, professionnelles. Sauf que le runner, la nuit noire de l'âme, logiquement va durer moins longtemps, parce qu'il ne prend pas les mêmes biais, il n'a pas besoin de tout conscientiser pour faire ça. Je vous expliquais ça dans la dernière vidéo que j'ai faite. Et donc, lui, il va plutôt réagir à chaque fois que vous lâchez quelque chose. Et bien, pouf, lui, il va poser une action. Il ne va pas savoir pourquoi il la pose, mais il va la poser. Par contre, énergétiquement, il va y avoir beaucoup d'épuisement parce que le runner, quand il avance et qu'il lâche quelque chose, eh bien, c'est son corps qui prend tout. Donc, il peut être épuisé, avoir des maux physiques partout, des maux de dos, des courbatures, des maladies à répétition, parfois de s'inquiéter et aller consulter tellement il se passe des choses qui ne durent en général jamais bien longtemps, mais d'ailleurs il y a tout un décodage à faire à ce moment-là par rapport aux malaises et aux maladies selon l'endroit qui est touché. C'est très souvent révélateur de ce que le runner a à travailler. Donc voilà, et au terme de ces allers-retours et de cette nuit noire du runner, je vous parlerai un peu plus tard dans une autre capsule, sinon ça va être trop long, de ce qu'on appelle le switch et la réunion. Voilà en tout cas pour aujourd'hui. J'espère avoir pu vous éclairer un petit peu. Encore une fois, n'hésitez pas à partager dans les commentaires là où vous en êtes, si vous avez des questions. Je vous remercie également de tout mon cœur si vous appréciez ces vidéos et que vous voulez contribuer à leur diffusion, et bien simplement à mettre un pouce like et à vous abonner à la chaîne, puisque vous savez que l'algorithme de YouTube
propose en premier lieu les vidéos qui ont le plus d'abonnés. Donc si vous voulez contribuer à leur diffusion, c'est gratuit et je vous en remercie de tout mon cœur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.